c'est Charlie et j'espère que vous allez bien. Je suis en forme, comme on peut le constater. Cette vidéo, elle va être tendue du slip parce que je crois qu'on a la bagatelle de 9 livres à chroniquer. Je vous avais dit en décembre, ouais, je pense que je vais plus trop lire, je suis un peu en panne de lecture. J'en ai lu 3. Donc en fait, il y a 3 que j'ai lus en décembre et il y a les autres que du coup j'ai lus là, en fait, là, maintenant. Donc on va pas perdre de temps, on va commencer par les romances de Noël, même si en vrai, c'est un autre ensuite que j'ai lu avant. Bon, cette phrase n'était pas très française. Bref, je vais commencer par comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire. C'est de Johanna Bolouri, publié chez Milady. J'ai du coup chopé ça dans l'OP Trinity et pour moi, ça allait très bien se passer. Je me suis dit, avec un titre pareil, ça va être drôle. C'était pas drôle. En fait, j'ai le même reproche à faire sur la romance d'après. Je trouve qu'il y a des autrices, tu sens qu'elles sont vieilles. Et c'est pas négatif, mais quand t'as 40 ans, t'as une manière d'écrire qui est pas la même qu'à 20-30 ans, ce qui est logique. Pour le coup, le personnage est à 40 ans presque, je crois, il a 37 ans, donc ça passe. Mais du coup, j'ai trouvé aigri par la vie. Oh! Je crois que le bouquin est pas si vieux que ça, et à un moment, il y a eu une blague grossophobe en mode oui, son beau-frère, il aime pas les gros. Et comment tu peux sortir ça dans un bouquin qui, je crois, date soit 2017, soit 2020, donc qui est récent quand même, et sortir ça dans le plus grand des calmes? Je comprends pas. Je pensais que le livre était vieux pour avoir ce type de blague. Moi je m'attendais à quelque chose comme Bridget Jones, vous voyez? Genre un truc qui date des années 2000. Pas du tout. Pas du tout du tout. En gros c'est une nana qui a rencontré un gars plus jeune et non c'est son voisin je crois. Bref, il y a une histoire comme ça. En gros elle va le faire passer pour son mec parce que son mec en fait c'est sa maîtresse. Elle était pas au courant. Et du coup elle a dit à sa famille que ça y est elle était plus célibataire. Non, c'était pas génial du tout, je vous le conseille pas des masses, c'était pas à garder. Il y a des meilleures romances de Noël et celle-là elle est à oublier. On va continuer du coup avec une autre qui s'appelle Once Upon a Time in Scotland de Millie Black, je crois que c'est une française, donc bon. Mais pour le coup c'était pas génial. Pareil, l'héroïne elle a genre 22 ans, t'as l'impression qu'elle en a 40 dans sa tête, c'est vraiment les malheurs de Sophie, vous voyez, les malheurs s'enchaînent sur cette pauvre orpheline, elle a une famille détestable parce que du coup en fait ses parents sont morts donc elle est dans la famille de son oncle et sa tante. Ils sont horribles avec elle, évidemment sa cousine elle a tout. Vous voyez un peu le début de Harry Potter? C'est ça. Et donc évidemment elle va tomber sur un type lors d'un voyage en fait de presse un peu. Elle a fini ses études de marketing et elle est influenceuse voyage et évidemment il va rester avec elle et tout mais je trouvais qu'il avait le charme d'une chaussette. C'est sympathique une chaussette, mais ça fait pas rêver. Ça a pris plusieurs directions différentes au cours du livre que j'ai pas aimé. Je suis pas du tout convaincue par cette romance et je trouve que l'héroïne en fait elle fait tellement pas aigrie par la vie mais un peu en mode la vie elle est tellement horrible avec moi, ta gueule. Enferme ta gueule. C'est marrant parce que j'ai pas trouvé les personnages crédibles alors qu'on est dans une romance contemporaine et que je peux vous dire que typiquement le bouquin dont je vais vous parler, le 3e que j'ai lu en décembre, j'ai trouvé les personnages ultra crédibles et pourtant c'est une fantaisie. Mais là j'avoue ça ne l'a pas du tout fait, je vous le conseille pas du tout non plus. Moi je sais que je l'avais pris sur le Prime Reading donc je l'ai pas payé. Mais j'ai ramé. J'ai ramé pour le lire, je l'ai lu assez vite et un peu en diagonale vers la fin parce que j'en ai ras le cul. Voilà, pour tout vous dire ça ne l'a pas du tout fait avec moi. Ensuite on va passer au 3e roman de décembre, c'est le dernier coup de cœur de l'année. C'est La chasseuse et l'alchimiste. Je sais que ce bouquin il est sorti à peu près en même temps que Le Pont des Tempêtes, sauf que Le Pont des Tempêtes a cartonné et celui-ci beaucoup moins. Bon, et ben moi j'ai pas du tout aimé Le Pont des Tempêtes, par contre La chasseuse et l'alchimiste, gros coup de cœur. Je l'ai pris dans l'OP Trinity, donc je l'ai payé 3 balles, mais je vous avoue que je me tâte un petit peu le reprendre en papier parce qu'il est très beau, il est très beau l'objet. L'histoire elle est super bien. Je m'attendais pas du tout à ça, je m'étais pas du tout spoil, je savais juste que il y avait une chasseuse, il y avait un alchimiste et qui devait chasser un renard. C'était à peu près tout ce que je savais et j'ai adoré en fait découvrir l'histoire. J'ai oublié le nom des personnages comme d'habitude. L'héroïne, elle vit dans une baraque abandonnée, sa mère est alchimiste et il s'est passé un truc, on sait pas trop quoi. Et sa mère part à l'autre bout du monde pour aller chercher des informations, pour chercher des objets, pour un espèce de sortilège. C'est un peu de la magie en vrai, plus que de l'alchimie. Et donc elle vit seule dans une immense baraque. Elle est seule, elle est désespérément seule, c'est quelqu'un qui est assez dur en fait, parce qu'elle n'a pas le choix, on l'a forcée à grandir trop vite, et c'est une excellente chasseuse, puisque c'est le seul moyen qu'elle a de subvenir à ses besoins et d'essayer de maintenir un énorme manoir
qui part à la dérive. Voilà, le truc est en train de partir en lambeaux. Elle est toute seule et à côté de ça on va rencontrer l'alchimiste qui est en fait raté. Dans la grande ville où il habite, je crois que c'est pas la capitale mais pas loin, vous voyez, tous les alchimistes lui ont fait confiance parce qu'il a du bagou et tout, alors que il a une certaine religion qui n'est pas trop acceptée et en fait il finit toujours par se faire virer. On comprend pourquoi après, mais c'est une histoire en fait qui, moi je savais pas du tout, mais ça représente l'Angleterre. Je l'ai lu en lecture commune avec Cécile, donc ma correctrice, et elle me dit « Ah mais ça, ce nom-là de pays, ça représente l'Angleterre. » Du coup, quand on s'est rendu compte de ça, on s'est rendu compte que les religions, ça c'est un truc que j'avais pas trop vu passer, mais ça parle beaucoup de religions en fait, et de différences, notamment du fait que tu viennes de d'autres pays, donc de racisme et d'immigration. Ça c'est un truc que j'ai adoré parce que je trouvais que c'était extrêmement bien fait. De pauvreté aussi, puisque c'est dans une époque qui est quand même industrielle. C'était génialissime. Franchement, c'était plein de beaux messages. J'ai trouvé que c'était très doux, très chouette. Et je peux que vous le conseiller, vraiment, ça a été mon dernier coup de cœur de l'année. Après, je me suis tapé les 2 autres romances de Noël. Bon, comment vous dire que, bon, c'était pas la folie. C'était génial, j'ai adoré, on l'a lu en 3 jours, je crois. On n'a pas du tout respecté le nombre de pages qu'on devait lire, enfin, on l'a dégommé, voilà. Que dire de plus, c'était très chouette. Oui, on a adoré toutes les deux. Ensuite, le premier livre de l'année 2024. The Spanish Love Deception, je sais jamais le dire en français ou en anglais. En fait, le bouquin, tout est dans le titre. Voilà, je sais que tout le monde a fait cette blague quand on l'a pas aimé, mais vraiment. Je l'ai trouvé à 5 € sur Amazon en e-book, il y avait une promotion, donc je me suis dit, bah je vais le tester, voilà, il est pas trop cher en e-book, je vais le prendre. C'est de Elena Armas, peu du cul. En fait, si vous voulez, moi, on me dit fake dating, on me dit Espagne. J'ai une idée précise de ce que ça va être. La partie en Espagne, elle arrive à 50% du livre et elle dure même pas 20%. Il est où le nom du titre là? Ensuite, bah, du coup, le fake dating, il arrive que pour la partie en Espagne, le fake dating, c'est même pas 20% du livre. La première moitié du livre, en fait, c'est tout simplement eux qui jouent entre eux, qui se cherchent et tout, mais c'est pas du fake dating. Et moi, ce que j'adore, c'est une de mes tropes préférées, le fake dating. Je vis pour ça, ma vie entière pour ça. Et là, j'avais pas ça du tout, donc très déçue. Les personnages, je les ai trouvés fades. Voilà, il n'y en a aucun qui m'a plu. J'ai pas trouvé d'écriture exceptionnelle. Peut-être dans un autre livre, ça serait mieux passé avec d'autres personnages et une autre histoire. Mais là, du coup, la plume ne m'a pas aidée du tout. Ça a été excessivement long. Voilà, faut dire les choses. C'était très long. C'était très long pour moi, je vous le conseille pas du tout, je comprends pourquoi certaines ont été très déçues parce que peut-être qu'en anglais ça passe mieux, mais en tout cas en VF, non, j'ai pas du tout aimé, je sais pas si c'est la trad, si c'est quoi ou qu'est-ce, mais non. Je vous le recommande pas. Ensuite, on va s'attaquer à un pavé, Babel, voilà, de R.F. Kuang, publié chez De Saxus. Donc évidemment, je suis un petit genre, j'adore roucouler, notamment avec De Saxus, donc j'ai pris la version coffret. Ouais, je sais pas si je vous l'avais dit en vidéo, mais je vous avais dit, ouais, c'est sûr. Si je le prends au coffret, je vais pas aimer. Si je le prends pas au coffret, je vais adorer. C'est pas du tout une déception, je tiens à le préciser. Mais quand je vois la manière dont certaines... Donc quand je vois que certaines ont dit c'est le livre qui a changé ma vie, c'est un coup de cœur intersidéral, pas chez moi. Ça reste une très bonne lecture, mais Dieu sait que c'est très long quand même. Faut être d'accord sur ça. Il est long, il est très long. Est-ce que j'ai encore besoin de vous pitcher Babel? On va suivre Robin. Putain, je me souviens de son nom. On va suivre Robin, je sais jamais trop comment le dire quand c'est en anglais... On va le faire à la française, donc Robin. On va suivre Robin, en fait, qui, petit, vivait en Chine. Il avait une préceptrice qui s'appelait Elisabeth qui lui a enseigné l'anglais. Il lisait en anglais, etc. Mais il était chinois et vivait avec sa mère. Il connaissait pas du tout son père, etc. Quand c'est dans les années 1800, c'est pas ouf. Le livre commence, en fait, où sa famille s'est fait décimer par une espèce de... C'est pas une peste, mais c'est une espèce de grippe. Et lui, il est en train de clamser. Il est sauvé par l'homme qui va devenir ensuite son tuteur. Il va être amené en Angleterre pour apprendre beaucoup de langues dans le but d'intégrer la Tour de Babel, qui est le centre névralgique de l'Angleterre. Dedans, t'as une espèce de magie à base de barres d'argent où tu graves 2 mots dans une langue et dans une autre pour améliorer la vie, en fait, tout simplement. Ça se passe donc dans les années 1800 quand l'Angleterre est à son plus haut niveau suprême et domine le monde. Évidemment, on va parler de racisme, on va parler de colonialisme. J'arrive pas à dire ce mot à chaque fois, je sais pas pourquoi j'ai envie de rajouter un autre O et un autre N. C'était un peu longué quand même. Il se passe pas grand chose pendant une bonne partie du livre. Ça n'est pas désagréable pour autant. Je vais pas vous le cacher, ça se lit très bien. C'était la première fois que je lisais R.F. Kuang et pour le coup je pense que j'ai bien envie de me pencher sur la guerre du pavot dont j'ai beaucoup entendu parler.
passe pas grand chose. Par contre j'ai adoré, c'est toute la partie sur les langues, sur la traduction. Du coup en fait dans le livre, vous avez une présentation de l'autrice ici et en fait on apprend qu'elle étudie les langues, notamment elle étudie beaucoup le chinois. Et ça se sent, c'est que c'est exceptionnel, c'est que c'est une personne qui est amoureuse des langues, ça se voit, ça se sent dans le livre. C'est extrêmement agréable, j'ai adoré quand les professeurs parlent de trahison quand on traduit un texte. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Est-ce qu'il faut traduire mot à mot quitte à ce que ce soit pas très beau et que ce soit plus difficile puisqu'il y a des mots dans des langues qu'on ne peut pas traduire avec un seul autre mot, donc est-ce qu'on fait une périphrase pour l'expliquer? Enfin, il y avait plein de choses très très intéressantes. J'ai aimé la fin, c'était chouette, c'était pas une fin conventionnelle et pour ça c'était très très cool. Pour autant, ça reste une bonne lecture que je ne relirai jamais parce que c'était vraiment trop long pour moi. Je l'ai lu en lecture commune avec Magali, j'ai laissé tomber Magali parce que j'avais d'autres livres à lire et que j'étais un peu à la bourre et que ça traînait, bref, j'avais envie de passer à autre chose. Donc c'est vrai que je l'ai lu assez vite, c'est-à-dire que dimanche, dernier jour, j'ai lu 300 pages. Quand je lisais, j'étais bien dedans, mais quand je quittais le livre, j'avais pas envie d'y revenir. Et je pense que c'est ça que je garde un peu comme souvenir de Babel, c'est cette idée de c'était agréable quand je lisais, j'étais bien dedans, mais j'avais pas envie d'y revenir. Je pense que c'est quand même un livre très nécessaire pour les questions de racisme et autres. Il est pas évident, je trouve que Robin c'est un peu un anti-héros, je sais que dedans il y a un de ses amis qui est indien, d'Inde, et c'est un personnage qui est beaucoup plus charismatique, qui je pense personnellement m'aurait plu, même si je trouve que Robin est intéressant parce que c'est pas du tout l'archétype du héros. Ça rend le truc un peu plus lent comme rythme et je pense que son meilleur ami aurait été pour ça un peu plus chouette, mais il n'empêche que c'était très agréable, j'ai beaucoup aimé et je pense que ça peut ouvrir les yeux à certaines personnes. C'est un livre que je pourrais conseiller à des racistes, mais bon, vu la taille du pavé, on va pas se mentir que la plupart des racistes ils lisent pas beaucoup quand même. J'ai tracé Babel parce qu'il fallait que je lise See You Swear. Je sais que l'autrice s'appelle Megan, alors son nom de famille Megan Brandy. Je sais qu'il y a une version française qui a été traduite, sauf que c'était 10 balles en e-book. Moi 10 balles c'est dur. Il y a un niveau psychologique et j'avais pas envie de payer ce prix là. Donc je l'avais trouvé en anglais genre à 1 ou 2 dollars. Donc je l'ai pris en anglais, sauf que le truc est ultra long. J'ai passé tellement de temps dessus, je crois que, vous savez, sur Kindle, on peut avoir le temps en moyenne que les lecteurs mettent pour lire le livre. Il y avait marqué 13 heures. L'anglais c'est pas ma langue natale, je comprends pas grand chose sur certains passages. J'en ai chez ma race pour le lire, je l'ai lu un peu dans le train, mais même dans le train où j'ai eu 8 heures aller, 8 heures retour, j'ai pas réussi à avancer ne serait-ce que de la moitié du livre. C'était très intéressant, genre quand j'ai pitché les 10% du livre que j'avais déjà lu, c'était passé plein de trucs agréables. On va suivre l'héroïne dont j'ai oublié le nom comme d'habitude. Elle est amoureuse du meilleur ami de son frère qui est son jumeau, donc ils ont le même âge. Et elle a très très envie de sortir avec Chase qui est son crush depuis toujours. Ils se cherchent un petit peu. En même temps que ça, c'est juste avant l'université, c'est les vacances d'été et elle va faire la rencontre de Noah. Noah, évidemment, je suis tombée immédiatement amoureuse de lui, bien entendu. Pendant longtemps, elle va quand même tourner autour de Chase et ce que j'ai aimé, c'est que le pitch du départ, c'est... je vais vous le traduire parce qu'en anglais je me souviens pas, mais c'est en gros, on dit que le premier amour dure toujours, j'espère qu'ils ont tort. Moi je suis désolée, mais avec un pitch pareil, je suis obligée de craquer, c'est trop cool. Et en fait j'ai beaucoup aimé, même s'il y a des trucs que j'ai pas compris, c'est-à-dire qu'à un moment elle couche avec un type, j'avais pas compris qu'elle avait couché avec. Donc plus tard, moi tu sais quand tu l'apprends dans la suite du bouquin, je suis en mode oh, mais je ne savais pas. Ou alors ça a été écrit dans le passé, ça n'a pas été écrit dans le bouquin, mais je l'avais pas compris. Donc des fois il y a des trucs comme ça où moi ça me fait des révélations. Je pense que pour le commun des mortels ce n'est pas une révélation pour toute personne qui s'y connaît en anglais, mais c'était quand même très cool. C'est juste qu'en fait arrivé aux 70% il y a un retournement de situation qui, comme ce livre est long, rend le truc très très long. J'aimais pas spécialement cette espèce de trope là, pas convaincue, mais sinon sur tout le reste c'était vraiment très chouette. J'ai adoré Noah, il est vraiment exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Non, il était vraiment très très chouette pour le coup, j'ai adoré. Mais c'était un peu longué pour moi. Pour le coup, je pense qu'en français, je l'aurais peut-être lu beaucoup plus vite, mais il a traîné parce que c'était en anglais. Et que, c'est ce que je disais à Magali, j'ai eu beaucoup de mal avec la plume. Au début, je me suis dit, est-ce que c'est parce que j'ai pas lu en anglais? Et du coup, je sais pas, ça m'a fait réinitialiser mes trucs, je ne savais plus. Mais en fait, après, j'ai lu un autre livre en anglais, c'est beaucoup mieux passé. Donc je pense que c'était la plume de l'autrice que je n'ai pas aimé en anglais. Elle a un vocabulaire et un style d'écriture très parlé, mais c'est à dire que des fois vous savez ils mettent pas le quand ils par exemple genre j'ai le mot fucking mais je vais pas dire fucking
Eating, donc le ing à la fin, en fait le G saute avec, ils mettent une apostrophe. Mais c'est grâce à ce type de livre que je sais que ça se fait du coup. Mais moi c'est pas des genres d'écriture que j'ai l'habitude de voir parce qu'on va pas se mentir, Ali elle écrit quand même d'une certaine manière qui est quand même écrite. Ça m'a pas trop plu j'avoue. Je pense que c'est la plume de l'autrice qui m'a vraiment gênée parce que sinon l'histoire était très bien. Mais c'est vrai que pour le coup, peut-être que je le relirai en français. Avec de la traduction, il y a des chances que ça passe mieux. Mais là, j'avoue, moi, ça ne l'a pas fait du tout. Qu'est-ce que j'ai lu après? J'ai lu celui-ci. Comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires. On s'est fait un Secret Santa avec les copines de Toulouse, les copines autrices. On s'était fait une petite liste pour que notre petite mère Noël trouve le livre qu'elle voulait acheter. Et donc moi, c'est Momo qui est tombé sur moi. Et j'avais mis dans ma liste comment le prince Cardan est venu à détester les histoires. Sauf que c'était 18,90 €. Ce que je trouvais quand même cher. Pour un livre qui est quand même petit. Après il y a des illustrations. Alors évidemment je tombe sur une illustration qui est pas folle. Voilà. C'est pas un style d'illustration que j'apprécie. Pour autant j'ai adoré l'histoire, c'était trop cool. Et après Babel et See You Swear, j'avais vraiment besoin et envie d'une petite lecture un peu doudou. Holly Black est exceptionnelle, voilà, c'est... Vous le savez, je passe maintenant sur cette chaîne, mais c'est vraiment une autrice qui fait partie de mon goal. J'adore sa manière d'écrire, c'est une femme que j'aime de tout mon cœur, comme Laine Bardugo, voilà. En plus elles sont amies, est-ce que c'est une coïncidence? Je ne pense pas, mais j'ai adoré, c'était doux, je l'ai fini en une soirée et ça m'a fait du bien après être restée longtemps sur 2 bouquins qui étaient quand même des pavés tous les deux. Ça m'a fait plaisir de passer à un truc qui est très court, que je lis vite, tu sais, genre mon ego avait besoin d'une lecture rapide. C'est ce que j'ai eu du coup. Et je regrette pas parce que c'était vraiment chouette. C'était trop cool. Et encore, merci Momo, je sais qu'elle regarde pas ma chaîne YouTube, mais merci Momo pour cet excellent cadeau parce que je suis trop contente de le recevoir. Ensuite, je suis passée à Legend et Latte de Travis Baldree. Je l'ai lu en anglais, il est sorti en français et je crois qu'il a autant cartonné en français que en VO. Donc moi je l'ai lu en anglais, il y avait un bonus au préquel de l'histoire que j'ai sauté parce que j'en avais un peu marre, j'avais envie de passer à autre chose. Je vous avoue que Le Prince Cardan c'était la seule lecture VF que j'ai faite, après c'était 2 lectures en anglais, j'avoue j'avais un peu marre. Pour autant je pense que c'est très chouette parce que c'est de la cozy fantasy, donc en fait on va suivre une orque. Vous avez dit une troll ou une ogre? C'était une orque, voilà, on me l'a fait savoir en commentaire et j'ai eu le seum. Mais du coup on va suivre une orque qui était mercenaire pendant très très longtemps et là en fait elle va vouloir ouvrir son café dans une ville qui est pas trop petite non plus. Sauf que le café, personne ne sait ce que c'est. Donc quand elle dit qu'elle va ouvrir un café, tout le monde la regarde en mode qu'est-ce qu'elle me raconte? Qu'est-ce qu'elle baragouine la petite là? Évidemment c'est une orque, donc tu sais il y a ce côté un peu... c'est une race que les gens ils ont un peu peur. Donc on voit tout le moment où en fait elle achète une étable. Putain le mot en fait j'ai galéré pour trouver la traduction, même sur Google, parce que un mot qui est plus en US et du coup une galère parce que les traducteurs, j'ai dû chercher la dernière définition tout au fond du truc. Que c'était une étable. Elle va retaper une étable, elle va en faire en fait un café, elle va recruter une succube et c'est que des histoires comme ça, c'est tout doux, c'est tout mignon de comment elle va s'occuper de ça. Pareil, elle achète sa machine à café et après les gens lui disent ouais mais moi en fait j'ai envie de grignoter un truc, donc elle va recruter un pâtissier. Et pas vraiment pâtissier mais en fait il a une vocation de pâtissier quoi. Et puis après c'est en mode ouais mais moi j'aime pas les boissons chaudes. Ouais mais regardez là on vient d'inventer une machine qui fait de la glace. Et en fait on pourrait foutre de la glace dans le café et comme ça il serait froid. Et c'est que des trucs comme ça et c'était très agréable. Il y a une autre histoire en fond. Je sais pas trop si dès le départ elle est dite, donc je vais rien dire. Le problème de l'anglais c'est que des fois je me souviens plus de certains trucs. Mais c'était très doudou, je pense que c'était un bon pied pour rentrer dans la fantasy parce qu'il n'y avait pas des grandes batailles épiques ou quoi. C'était plus chouette pour moi en fait pour débuter la lecture de fantasy en anglais parce que c'était très très chouette. Il y a quand même des trucs que j'ai rien compris, on va pas se mentir, mais globalement j'ai quand même compris plein de trucs et c'était trop cool, c'était vraiment tout doux, ça m'a fait du bien, c'était pendant mes vacances, c'était chouette à lire, j'ai beaucoup aimé et je vous le conseille. Je vais passer au dernier que j'ai lu qui est Et le vainqueur malheureux à jamais de Stéphanie Gerber publié chez De Saxus. J'avais été beaucoup moins fan du premier tome, ça se passe dans l'univers de Caraval mais ce n'est pas sur les mêmes personnages, on est sur Évangeline et le prince de cœur qui est Jax. Jax qui, je pense, avait réussi à conquérir la moitié des cœurs des fans dans Caraval. Bon, dans celui-ci, il était très attendu. Le livre est magnifique, il a un côté holographique que... Je l'ai vu, tu sais, j'ai sorti la jaquette et le premier tome aussi a une version un peu différente en termes de couverture, mais j'avais été moins fan du premier tome. Alors, oh là là, c'est magnifique. Et Marion m'avait dit... Marion a dit en VO, elle m'avait dit tu verras le tome 2 est mieux que le tome 1 et elle avait raison, bien entendu, c'était très très chouette pour le coup.
Evangeline, c'est vraiment un personnage pour le coup que j'ai du mal parce qu'elle est très naïve, elle est très crédule. Si Scarlett a ça aussi dans Caraval, Scarlett elle a quand même été un peu plus, je dirais, brisée. Enfin, elle a eu des événements qui l'ont marquée, qui l'ont un peu changée et améliorée, je dirais. C'est horrible de dire ça, pardon. Mais en tout cas, je trouve à lire c'était plus agréable. Et je trouve que Evangeline, elle est crédule. Pourtant, elle a eu des choses pas folles dans sa vie, mais elle reste profondément naïve. Et c'est des personnages dont j'ai beaucoup de mal, perso. Mais là, je trouvais que c'était chouette parce que Jax relève le niveau. Enfin, faut dire des termes, mais Jax, c'est le meilleur personnage de ce bouquin, hein, finalement. Et donc, c'est vrai que là, ça devenait plus agréable avec Jax. C'était très chouette, j'ai beaucoup aimé le rapprochement. Putain, la fin, à un moment, il se passe un truc et je me dis, oh, il y a un gros fin marqué en gros, je fais... Et après, on reprend sur un chapitre et on a une autre fin où, pareil, ça finit en mode... Mais je suis restée sur le cul. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne m'attendais pas à ça. C'était très chouette, j'ai adoré. J'ai hâte d'avoir le 3e tome, même si Marion m'a dit qu'il y avait des retours mitigés. Je crois qu'à ce moment-là, elle ne l'avait pas lu. Donc je ne sais pas ce qu'elle en a pensé. C'était très chouette, j'aime beaucoup la manière dont les personnages se rapprochent, même si j'avoue que Evangeline, moi j'aurais adoré un arc un peu, pas de rédemption, mais l'inverse. Putain, un arc, putain j'ai oublié le nom. Mais j'aurais adoré qu'elle devienne méchante. Bon, ce n'est pas du tout le cas, c'est pas du tout la manière dont cette autrice écrit. Mais moi, j'aurais adoré à titre personnel. Bref, c'était chouette. J'ai beaucoup aimé. C'était un mois de lecture qui était quand même très intense. Même si là, vous en avez eu 3 de plus. Mais c'était quand même... J'ai nous tapé 2 gros pavés. Le mois prochain, enfin du coup février, je m'en retape au moins 1. On va pas s'ennuyer. Je vais vous laisser là. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vais vous laisser là. Je vous fais à tous à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao, ciao!